Bonsoir à toutes et à tous, à toutes celles et ceux qui nous suivent éventuellement en live sur Facebook. Nous allons donc débuter ce conseil communal. Et actuellement, je vais donc excuser Monsieur Nasson pour cette réunion. Et alors, Messieurs Paquet, De Vres et De Ville nous rejoindront éventuellement durant le conseil. Nous débutons avec les points d'information. Patrick. Oui, il y a un premier point qui est le suivi du dossier Alter. Donc Alter, c'est cette ASBL qui s'occupe de la réinsertion, pas de la réinsertion, mais des peines de travail alternatives, des peines alternatives donc, dans le cadre des maisons de justice. Alors, la structure de cette ASBL a été dissoute, mais la fonctionnalité de l'ASBL continue à être assurée par la ville de Dinan et par la ville de Rochefort. Simplement, l'organisation ne passe plus par une ASBL intermédiaire et les communes qui travaillaient avec Alter, comme c'était le cas pour la commune d'Ivoire, traiteront en direct avec la ville de Dinan ou avec la ville de Rochefort, suivant la situation dans laquelle on se trouve. Donc ça, c'était un premier point d'information. Il y a un deuxième point d'information qui n'est pas formellement dans les pièces, mais que je pense qu'il est utile de communiquer, parce que ça s'est passé un petit peu dans la précipitation. Et cela concerne un appel du BEP. Donc, le ministre Collignon a lancé au mois de décembre, janvier, un appel à projet de supracommunalité au niveau de l'ensemble de la Wallonie. Le BEP a proposé donc aux communes de l'arrondissement de Dinan de se fédérer et donc de rentrer via le BEP un projet dans le cadre de cet appel à projet qui vise donc à créer une structure d'animation du territoire et d'accompagnement d'une politique territoriale au niveau de l'ensemble de l'arrondissement de Dinan. Donc, étant donné que ça s'est fait dans l'urgence, la seule chose qui était demandée, c'était que le collège confirme son intérêt. Ça a été demandé donc à toutes les communes de l'arrondissement de Dinan. Je pense, à l'exception peut-être de Sommeuse, qui, elle, fait partie d'une autre communauté de communes, de la Famenne notamment. Donc voilà, c'était pour information. On reviendra évidemment vers le conseil communal avec plus d'informations en fonction de l'évolution de ce dossier. Alors, je vois qu'on aurait un problème de diffusion Facebook. Je ne le vois pas, en fait. Il y a pas... Moi non plus. Moi, je vous entends. Oui, ça, je ne comprends mais pas. on se rend compte qu'il y a un problème. Ça, je ne va comprends arriver, pas. Apparemment. Oui, oui. Charles, tu pourrais mettre ton dégager ta vidéo pour qu'on te voit. Il y a un problème technique apparemment. Oui, je vais relancer. Entre nous, on y est, oui. OK. Charles, Ouais. très bien. Coupe ton micro maintenant, Charles. Et Jean-Paul aussi. Oui. Ça va, oui. Alors, je réessaye. Coupe ton micro, Jean-Paul. Si la diffusion démarre maintenant, Patrick, tu veux nous refaire un bilan des points d'information pour le public ou on enchaîne avec l'approbation du PV? On va enchaîner avec le PV, puisque de toute façon, c'est enregistré, ce sera diffusé. Très bien. Alors, je suis un peu surpris de la façon dont ça se présente. Ah oui, je vois. Et alors, dans les autres éléments, pendant que Patrick règle ça que j'ai oublié de faire en introduction, donc il y a 2 points qui ont été rajoutés à l'ordre du jour, vous avez dû le voir. La motion financement des bâtiments scolaires et la demande de subvention au SPOE Mobilité et Infrastructure. Je suppose que ça convient à tout le monde. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à lever la main et à vous signaler. C'est nos amis de Facebook qui ont changé un tout petit peu leur
manière de présenter les choses quand on vient de Zoom. Voilà. Ça a permis à Jean-Claude Deville de nous rejoindre. Je pense que... Nous sommes en ligne. On est en ligne, voilà. Désolé pour ce contretemps. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous suivent via le live. On va donc continuer avec l'approbation du procès-verbal de la dernière séance. Y a-t-il des demandes de compléments, des remarques en dehors de celles que le groupe EPI avait signalées préalablement et qui ont été intégrées? Je n'en vois aucune. Et donc, nous pouvons poursuivre et rentrer dans le vif du sujet avec l'approbation du rapport annuel du PCDR. Et je vais passer la parole à Raphaël Frédéric. Oui, merci beaucoup Alexandre. Donc, à pareille époque, c'est toujours notre petit devoir d'approuver le rapport donc de l'année 2020 du plan communal de développement de la ruralité. Donc, la situation de l'opération de développement rural sur notre commune, c'est qu'en fait, depuis 2012 et encore jusque 2022, une série de priorités qui ont été établies par, disons, des rencontres avec les citoyens et qui ont permis l'engagement de différents projets. Alors, l'année 2020, évidemment, n'a pas échappé à la situation sanitaire. Et donc, la commission locale de développement rural s'est réunie 2 fois. Au cours de ces 2 rencontres, on a surtout, disons, assuré du suivi, disons, de projets, notamment au niveau de la maison rurale de Mont et également de la plaine multisport de Durnal. Il y a toute une série de projets comme ça prend un certain temps, ces plans, pour se mettre en place, qui sont actuellement en cours. Et on a donc démarré une nouvelle fiche projet pour la maison rurale de Godine. Donc ça, c'est un peu pour la situation au jour d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant également, c'est de voir un peu quelles sont les programmations qu'on a souhaité, disons, conserver pour les 2 années à venir, donc pour l'année 2021 et jusqu'au terme de juin 2022 pour l'ODR. Et donc, comme vous le voyez ici sur la diapositive qui est projetée, c'est l'idée tout d'abord c'est l'idée de conserver 3 projets. La mise en valeur du petit patrimoine sur notre commune et également la revitalisation des cœurs de vie de village, notamment au niveau de Bauche et d'Évreuil. Donc voilà au niveau de la situation pour l'opération de développement rural aujourd'hui. Et donc ce rapport qui vous était joint est soumis à votre approbation. Merci Raphaël. Je vois une question de Bertrand, je t'en prie. Oui, merci Alexandre et merci Raphaël pour la présentation. Alors, ce n'est pas vraiment sur le contenu du rapport puisqu'on en a discuté en commission mercredi et que voilà, les différents commentaires ont été intégrés, donc je n'ai pas d'autres remarques à ce sujet. Mais si vous me le permettez, c'est plutôt sur l'avenir du PCDR parce que ça ne m'est pas venu en tête mercredi, mais par contre, entre-temps, oui. Et donc, on l'a évoqué mercredi, mais c'est que la programmation actuelle qui a débuté le 28 juin 2012, et donc qui nous permet depuis cette date-là d'avoir accès à des subsides importants, se termine le 28 juin 2022 et qu'il serait temps, mais je suppose que tout le monde est bien d'accord sur la question, de se pencher sur la future programmation et la préparation de celle-ci. Et donc, est-ce que soit toi, Raphaël, soit le collège peut nous informer de ce qui aurait déjà éventuellement été fait ou d'un planning de comment on envisage les choses? L'objectif, parce que ça prend quand même du temps de consulter la population, de faire un rapport, d'abord un diagnostic, un rapport synthétique, de choisir les futures priorités, etc. Et ensuite de passer devant la commission wallonne et d'avoir l'approbation ministérielle, comme ça j'aurais dit toutes les démarches. Mais donc voilà, c'est très long et 15 mois pour faire toutes ces démarches, si on devait commencer aujourd'hui, c'est très court. L'objectif de notre intervention ici, c'est qu'on réduise en fait le plus possible le délai entre la fin de l'actuelle programmation et le début de la nouvelle, en sachant que le juin 2022 est, je ne vais pas dire impossible, mais va déjà être difficile à tenir. C'est voilà, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir à ce niveau-là? Est-ce qu'on ne peut pas inviter nos concitoyens peut-être à déjà nous faire part par voie électronique, par courrier, enfin par toute une série de mécanismes qui sont permis en ces temps troublés de Covid, de nous faire part déjà de leurs souhaits pour l'avenir, pour l'avenir de nos villages et nous permettre de démarrer ce travail. Voilà.
Bon, je veux bien donner un élément de réponse. Peut-être pour commencer, d'abord, je me réjouis que le rapport convienne au groupe EPI. Et puis, pour ce qui est de l'utilisation des subsides par rapport à ce qui a été évoqué, les subsides ne s'arrêtent pas en 2022. Les demandes de subsides s'arrêtent effectivement en juin 2022, mais les projets peuvent être sollicités jusqu'en juin 2022 avec une utilisation des subsides bien au-delà, puisqu'on sait que ça prend vraiment du temps, comme tu l'évoques très justement ici dans ton intervention. La commune, dans une de ses dernières délibérations, a sollicité l'accompagnement par la Fondation rurale de Wallonie. En fait, réponse n'est pas encore parvenue, sauf erreur de ma part, à l'administration communale. Donc, nous attendons toujours cela. Mais dans l'idéal, nous souhaitons effectivement être accompagnés par la Fondation dans la mise en place des projets futurs, parce qu'on sait que ça doit être fait d'une certaine manière aussi pour que ça puisse avoir le plus de chances, disons, de succès. Je pense que nous sommes tous autour de la table absolument convaincus de l'utilité de continuer à, disons, miser sur le développement rural. Donc oui, bien entendu, il y a une volonté. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas comment est-ce que je vais dire, de décision autre que celle de souhaiter continuer et de solliciter la Fondation rurale de Wallonie, et on en est là. Alors, effectivement, oui, je vais juste ajouter un mot de complément par rapport à ce que Raphaël a donné. On a reçu effectivement récemment, je crois que c'était la semaine passée, une sorte d'accusé de réception du ministre Tellier ou du cabinet du ministre Tellier pour indiquer qu'ils avaient bien repris effectivement notre demande d'accompagnement par la Fondation rurale de Wallonie et qu'une décision devrait tomber, si ma mémoire est bonne, ici au printemps 2021, quant à savoir si c'était accepté ou pas. Et comme le dit Raphaël, ben, je pense qu'on est tous d'accord, on se souvient, beaucoup autour de la table se souviennent de la manière dont le PCDR a été lancé à partir de 2009-2010. Il était effectivement extrêmement important d'avoir le bureau d'études qui accompagne le PCDR autour de la table dès les premières réunions avec les habitants, de façon à garantir une certaine cohérence, une certaine approche harmonisée au travers de tous les villages. Donc, pour le moment, c'est encore un peu prématuré, mais on a bon espoir de pouvoir compter sur la Fondation rurale de Wallonie, qui est un vrai plus dans le cadre des PCDR, de par leur expérience et leurs compétences dans ce domaine-là. Oui. Mais ça, on est tout à fait d'accord que si la Fondation rurale de Wallonie, si le gouvernement wallon accepte que cette fondation nous accompagne, ça sera vraiment une véritable plus-value pour nous dans la guidance de ce PCDR. Mais bon, le PCDR, le premier, il a démarré en 2008 et on a reçu l'approbation en 2012. Donc, c'est 4 ans de consultation, de réunions de CLDR pour élaguer dans les projets, etc. Et bon, j'ose imaginer que ça ne durera pas 4 ans pour une seconde programmation, ça va en général un peu plus vite, mais même en tablant sur 2 ans, alors c'est vrai, Raphaël, tu le dis, hein, on peut demander des subsides jusqu'à juin 2022, mais on pourra les utiliser par la suite, mais il n'y a rien à faire. Si on passe 1 an sans avoir de programmation PCDR, ben, pendant cette année-là, on ne pourra rien demander. Et donc, l'effet en décalage, ça veut dire que ça sera 2023-2024 où il n'y aura pas de projet concrétisé par le PCDR. Donc, à nouveau, c'est raccourcir au maximum le temps. Bertrand, je t'interromps peut-être un peu, mais on est tous d'accord là-dessus. Le seul point, c'est qu'on ne savait pas aller plus vite. Non, mais par contre, rien ne nous empêche peut-être d'essayer, avant les consultations officielles dans les villages qui seront organisées par la fédération, par la fondation, si on peut être accompagné par elle ou par un autre bureau d'ailleurs, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à une sorte de boîte à idées que nos citoyens pourraient alimenter d'une manière ou d'une autre? Enfin, voilà, essayer peut-être d'anticiper ou de pré-mâcher ces premières étapes pour gagner un peu de temps. C'est notre suggestion. Voilà, on en fait ce qu'on en veut, mais voilà, ou déjà élaborer le diagnostic, enfin voilà, toute une série de choses qu'on pourrait faire maintenant pour gagner du temps après, une fois qu'on aura la désignation, mais on en est là. Le diagnostic, c'est aussi le bureau d'études qui le fait. Hein. D'accord. Et si on n'a pas la Fondation rurale de Wallonie, ça c'est un vrai problème, parce qu'on devra faire un marché pour désigner un bureau d'études d'accompagnement. Donc voilà, mais bon, le ministre Tellier a sorti seulement dans le courant 2020 sa nouvelle politique en matière de PCDR, et donc de toute façon, on ne savait pas courir plus vite. Alors bon, l'idée de capter un maximum d'idées, de suggestions,
Mais ça, je pense qu'on le fait un petit peu au fil de l'eau, au travers des discussions sur la mobilité, au travers de la discussion sur la présentation des projets. Donc, on continuera évidemment à faire ça. De là à dire qu'il faut déjà prévoir une sorte d'appel à projet citoyen, ça, c'est peut-être un petit peu prématuré. C'est peut-être mettre un peu la charrue avant les bœufs. Okay. Et alors, rendez-vous au mois de mai, mai-juin, alors pour savoir. Oui, mais comme l'a dit Raphaël, le PCDR numéro 1 ne va pas s'arrêter en juin 2022. Hein. Il y aura encore un travail considérable pendant 2 ans, 3 ans peut-être, sur base des projets qui auront été introduits entre maintenant et 2022. Et alors moi, si je peux rajouter, Bertrand, une réflexion plus sur la forme de la consultation, en espérant évidemment que les conditions du Covid le permettent. Moi, il me semble que privilégier une concertation où tu mets les citoyens, les habitants en collectif, en fait, en réflexion collective, tu obtiens des résultats qui sont beaucoup plus intéressants que dans en fait, un petit piochage comme ça, individuel, où chacun y va de sa petite idée, pour vraiment construire un projet qui va de nouveau conduire le développement rural de la commune sur 10 ans. Moi, je privilégierais vraiment, en espérant que ce soit possible, évidemment, la concertation collective à la concertation individuelle. On est parfaitement d'accord. On demande peut-être juste qu'on ne l'oublie pas parce qu'il y a des gens qui soit n'ont pas le temps, soit n'aiment pas se retrouver devant un public de X personnes et émettre des idées, qu'on doit offrir toutes les possibilités à nos citoyens de participer à cette opération. Mais c'est l'éventail le plus large possible, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment pas restrictif, que du contraire. Et il est toujours, enfin, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, on préfère sans doute se retrouver autour d'une table à plusieurs et discuter pour créer l'avenir. Merci, en tout cas. Il faut aussi tenir compte, je vais encore ajouter ce point-là, il faut aussi tenir compte du fait que dans les mois qui viennent, il y aura une consultation, une enquête publique qui sera extrêmement importante et qui sera un petit peu en recouvrement, je dirais, par rapport au PCDR. Ce sera l'exercice de schéma de développement communal où le bureau d'études qui a été désigné, on attend le retour de tutelle pour pouvoir effectivement donc notifier ce marché. Ce bureau d'études va se livrer aussi à un vaste exercice de territoire et d'enquête au public auprès de l'ensemble de la population. Donc, je pense que ce sera aussi une occasion de sortir des idées, des suggestions, des réflexions en matière de territoire communal. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Je n'en vois aucune. On va donc pouvoir procéder au vote. J'invite tous les conseillers et les conseillères qui souhaitent voter non à ce rapport du PCDR à lever la main. Je ne vois aucune main qui se lève. Pour les abstentions, vous pouvez lever la main maintenant. Pas d'abstention non plus. Le rapport est donc approuvé à l'unanimité. Et nous continuons avec la réfection de la rue de la Gaillole et donc la convention avec l'INACEP. Et je passe la parole à Marcel. Marcel, ton micro. Marcel, ton micro. Que se passe-t-il chez Marcel? Marcel? Et sinon, on attend que Marcel réactive son micro. Un autre membre du collège. Ah, je pense que non, il n'a toujours pas. Voilà, ben je recommence alors. Bonsoir. Voilà, merci Marcel. Je vais refaire le partage avec la carte. Voilà. Donc, en octobre 2020, nous avons répondu à un appel à projet du ministre d'Hermagne dans le cadre du plan HP et plus spécialement l'aménagement des accès aux zones HP. Donc, nous avons répondu à cet appel en proposant la réfection de la voirie entre l'entrée de la Gaillole et la fin de la traversée du bois, c'est-à-dire au carrefour de Fontenelle. Nous avons fait l'estimation en interne, on était arrivé à l'époque à plus ou moins de 80 000 €. Nous avons reçu fin de l'année, fin décembre, l'accord sur ce projet.
Donc, nous avons décidé de passer avec l'INASEP et c'est pour ça que nous vous proposons de marquer votre accord aujourd'hui sur la convention avec l'INASEP pour la réalisation de cette étude. Voilà, des questions ou pas? Je ne vois aucune main qui se lève. Nous allons donc pouvoir procéder au vote. Pour les votes contre, vous pouvez lever la main. Aucun vote contre. Les abstentions? Aucune abstention, c'est donc également approuvé à l'unanimité. Et Marcel, je vais te rendre aussi vite la parole puisqu'il s'agit maintenant de la réfection des sanitaires de l'école communale d'Ivoire. Oui, merci. Donc aussi en 2020, nous avons répondu à un appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles relatif à l'amélioration des sanitaires dans les écoles, mais l'indice socio-économique de la commune étant trop élevé, nous n'avons pas été retenus. Mais vu l'urgence du problème, nous avons décidé de ne pas attendre l'éventuel subside dans le cadre PPT, étant donné que ces subsides seraient au mieux pour l'année 23 ou 24. Donc, nous avons décidé de réaliser la réfection des sanitaires et nous vous proposons de marquer votre accord sur le cahier spécial des charges réalisé avec compétence par notre service technique. L'estimation des travaux est de 68 000 TVA comprises. Voilà, si vous avez des questions ou pas. Thierry, je t'en prie. Oui, bonjour Marcel. Dis-moi, j'ai un petit peu regardé au niveau du cahier spécial des charges et par exemple, je n'y ai pas vu de WC pour plus petit, moins haut, pour les enfants de maternelle. Je pense que c'est peut-être un oubli parce que j'ai vu que c'était tous les mêmes WC partout et je pense qu'il serait bien d'intégrer ça, qu'il y ait un WC pour les plus petits en bas et un au-dessus. En bas, parce que c'est la cour des maternelles et au-dessus, quand il y a des garderies, il y a des maternelles qui y sont également. Ce serait bien d'y penser parce que dans le cahier spécial, je n'ai pas vu ça du tout. Et on va vérifier, mais elle est intégrée dans le cahier de charge, ce n'est pas un gros problème. Non, mais ce serait bien d'y penser parce qu'ici, c'est tous les mêmes. Et quand les petits doivent y aller, il y a un accompagnant qui doit y aller. Et quand il est là, il ne sait pas regarder ce qui se passe dans la cour, tout simplement. Oui, oui, tout à fait. Ok. Ce serait bien d'en avoir un à chaque étage, quoi. Oui, ok, ça va. Merci. Merci Thierry. Marc? Si je comprends bien, c'est sur fonds propres alors? Ben oui, c'est sur fonds propres, étant donné que les subsides n'ont pas été acceptés et que le prochain plan PPT, c'est l'aménagement, la réfection des toitures et l'isolation plutôt des toitures de l'école d'Ivoire et de Mont. Mais pour les prochains WC, si on veut encore rentrer une demande de subside, on ne recevra plus ça avant 23 ou 24. Alors, ça devient un peu tard. On ne peut pas laisser ces WC dans cet état-là. Je t'entends bien, mais je pense que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Il ne date pas d'aujourd'hui, non. Non, on a déjà, mais... les ouvriers ont déjà fait des réparations régulièrement, mais bon, on arrive à un point de non-retour, il faut faire quelque chose. Et pourquoi qu'on n'a pas introduit un dossier plus vite? Il a déjà été introduit, hein. Il n'a pas été accepté. On a déjà introduit dans le PTP 2017-18, qui n'a pas été retenu non plus. À cette époque-là, on a retenu les travaux pour la toiture d'Urnal qui vont être réalisés cette année-ci. Ça, on rentre des dossiers chaque fois, à chaque période qu'on rentre des dossiers PTP, on en rentre toujours 2-3, de façon à en avoir au moins un dans l'escarcelle de la commune, quoi. Oui, Marc, en tant que responsable de l'enseignement, le collège a marqué son accord sur le fait que cette somme méritait d'être dépensée pour un plus et en cette période de Covid et où la question sanitaire est primordiale, ce n'était même pas une question. Et donc, voilà pourquoi on le rentre même sur fonds propres. Je comprends, mais lorsqu'on a fait la nouvelle annexe au-dessus, les nouvelles classes, il y avait déjà ce problème. Oui, Ces classes ont été réalisées, je vais dire, il y a presque 10 ans maintenant. Oui, donc c'est pas récent, mais bon, il vient un moment où apparemment, ce qui se passe, c'est que fréquemment, dans le bureau de la directrice, pour donner cet exemple-là, tu as des odeurs, il y a des refoulements. La situation on ne peut pas continuer comme ça. Alors après, oui, c'est vrai que c'est sur fonds propres, mais
de temps en temps, il faut le faire. Il vaut mieux sur fonds propres que rien du tout. Que rien, oui. Merci. Marc, si je peux t'inviter à baisser la main avant qu'on passe au vote. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, dans ce cas, nous pouvons voter. Les votes contre peuvent lever la main. Aucun vote contre. Les abstentions peuvent lever la main. Aucune abstention. C'est donc approuvé à l'unanimité. On poursuit avec l'achat d'un véhicule pour l'atelier. Et là, je passe la parole à Charles. Oui, merci Alexandre. Ici, bon, c'est pour remplacer un véhicule qui a plus de 20 ans. Donc, il est grand temps de le pensionner. On s'orienterait plutôt vers un 4x4, un véhicule qui sera plus polyvalent parce que régulièrement, nous sommes amenés à aller dans des endroits qui sont quand même parfois pas trop accessibles. Je pense les lagages des sapins, je pense à l'entretien des sentiers surtout. Et voilà, donc nous allons nous orienter vers l'achat d'un 4x4, un véhicule plus polyvalent. Merci. Des questions? Eh bien, on peut voter. Les votes contre peuvent lever la main. Aucun vote contre. Les abstentions? Aucune abstention. C'est également approuvé à l'unanimité. Le point suivant à l'ordre du jour, il s'agit de l'approbation du marché concernant la pose de la fibre optique à Ivoire pour l'administration communale et les différents services. Patrick. Oui, merci Alexandre. Donc actuellement, le CPAS, donc l'administration du CPAS et la commune sont déjà connectés par de la fibre optique. Ça a été fait il y a déjà plusieurs années. Ce n'est pas le cas de la liaison entre l'atelier communal et la maison communale. Ça pose pas mal de problèmes, en particulier depuis le déménagement du service technique à l'atelier communal, puisque les agents qui travaillent dans l'équipe du service technique ont besoin de se connecter sur les serveurs qui sont situés dans la maison communale. Et donc, ça passe par le réseau Internet tout à fait classique avec des vitesses et des débits qui ne sont pas suffisants que pour permettre une utilisation aisée, notamment d'un certain nombre d'applications qui sont toujours installées au niveau de la maison communale elle-même. Donc, la fibre optique permettra de régler ce problème. IMIO nous a appuyé dans la réalisation de ce cahier des charges pour ce qui est de la partie technique, mais aussi pour ce qui est de la partie, je dirais, financière, puisque la question se posait de savoir est-ce qu'il vaut mieux installer sa propre fibre optique ou bien louer finalement, s'abonner à un système existant de fibre optique. Et apparemment, sur entre 5 et 10 ans, on a relativement facilement amorti le coût d'installation de la fibre optique, d'où le choix de cette formule-là. Il y a donc le volet maison communale atelier et on en a profité pour prévoir un deuxième volet, un deuxième tronçon qui est la maison communale vers le bâtiment de la Poste. Donc du côté de la Poste, le projet de rénovation et de transformation des locaux libres donc de la Poste se poursuit bien. Nous avons reçu les offres des bureaux d'études d'architecture pour ce qui concerne donc la transformation. Et on prévoit d'ores et déjà, puisqu'il y aura des ateliers informatiques notamment qui seront organisés au niveau de ce bâtiment de la Poste, on a donc prévu aussi une liaison fibre optique qui, de toute façon, coûtera nettement moins cher puisqu'on parle d'une distance qui est tout de même beaucoup moins importante que celle. On a 332 mètres très exactement entre la maison communale et la Poste, là où on a 1,7 km entre la maison communale et l'atelier communal. Le coût global de tout ça est estimé à 50 000 €. Des questions? Je vois Thierry. Oui, juste une petite question. Il y aura des tranchées alors pour mettre cette fibre optique? Non, Thierry, c'est quasiment exclusivement de l'aérien. Donc, on utilise les poteaux de Ores. La demande a déjà été envoyée chez Ores pour
donc avoir une convention avec eux pour pouvoir utiliser leurs poteaux. Ils ont l'habitude de ce type de système. Il y aura peut-être des passages souterrains s'il faut, par exemple, passer en dessous de la route à hauteur de l'atelier communal, mais ce sera sur une distance tout à fait courte. OK, merci. Aucune autre question, remarque? Bien, dans ce cas, nous pouvons voter. Les votes contre peuvent lever la main. Aucun vote contre. Les abstentions peuvent lever la main. Aucune abstention. C'est donc approuvé à l'unanimité. Le point suivant, il s'agit d'une centrale de marché pour du matériel informatique via le service de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne sais pas s'il y a des compléments d'information à apporter. Si pas, y a-t-il des questions? Non, ce sont deux centrales d'achat. En fait, le point suivant, le 9, donc, est un peu comparable. Ce sont deux centrales d'achat qui permettront notamment de travailler dans le cadre des nouveaux subsides qui sont prévus pour du matériel EPN, etc. Donc, c'est essentiellement pour nous permettre d'être plus en ligne avec les normes de subsidiation de la région de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Thierry, je t'en prie. Oui, ben, en fait, c'est simplement pour savoir quelles sont les différences entre les différentes centrales pour lesquelles on s'est déjà inscrit, parce que, en fin de compte, on a déjà fait une en 2019, il y a celle-ci, il y a celle du point suivant. Comment fait-on pour choisir éventuellement avec lequel? Ou est-ce qu'on interroge toutes les centrales? Comment est-ce que... Non, en fait, c'est plutôt en fonction du matériel dont tu as besoin. Donc, je vais prendre un exemple qui n'est peut-être pas le plus extraordinaire, mais on doit remplacer notre équipement de projecteurs LCD, hein, de projecteurs sur écran. Ben, on sait ce qu'on veut comme matériel, notamment on préfère aujourd'hui aller vers du matériel avec des focales courtes qui permettent de se situer pas trop loin de l'écran avec le projecteur. Eh bien, on va voir dans ces différentes centrales lesquelles ont le matériel qui correspond à ce type de besoin. Et donc, c'est éminemment variable et ce n'est pas constant dans le temps non plus. Donc, à un moment donné, une centrale, parce qu'elle a fait ses marchés d'une certaine manière, a un certain type d'éventail de produits, d'ustensiles informatiques ou de matériel informatique, et puis à un moment donné, elle n'a plus le même matériel, et donc on a intérêt à passer dans une autre centrale. Donc en fait, quand on dit on a plusieurs centrales à notre disposition, ben, ça donne plus d'espace de liberté, puisque chaque fois qu'on va dans une de ces centrales, on échappe aux règles de devoir faire un marché public. Oui, oui, ça on est d'accord. Mais donc, ça, ici, on les questionne toutes en fonction de ce qu'elles peuvent nous offrir réellement, pour savoir en fait, laquelle est plus à même de nous servir exactement ce qu'on veut. Dans la pratique en général, et je pense que le point 8, par exemple, c'est typique, je ne connais pas tous les détails, hein, mais le point 8, le SEMA, c'est en fait une application qui est une sorte de catalogue en ligne. Donc, on ne doit même pas les interroger, on va consulter le catalogue de ces différentes centrales, ou bien on trouve ce que l'on cherche, et c'est tant mieux, ou bien on ne trouve pas, et on passe dans une autre centrale pour trouver le produit qui correspond le mieux à nos besoins. J'ajouterais qu'en ce qui concerne le point 9, le cadre école numérique du SPW, là, pour les 30 000 € de subsides qu'on reçoit pour l'EPN, ainsi que pour les écoles, on est en fait quasiment obligé de passer par cet accord cadre-là précisément. C'est noté en tant que tel dans l'appel à projet. Et c'est que si ce qu'on trouve, ce qu'on voudrait comme matériel, si ça ne se trouve pas dans cet accord cadre-là, et s'ils acceptent, qu'on pourrait éventuellement aller dans un autre accord cadre. Donc ça concerne les écoles. Et donc c'est vrai, Thierry, que quand toutes nos écoles ont rentré les appels à projets d'écoles numériques et ont été retenus, on a dû passer un accord cadre école numérique pour les écoles. Ici, c'est pour la commune. Il paraît qu'il fallait le repasser.
voilà, on essaye de faire les règles comme il faut. OK, pas de souci. Mais pour le point 8, le 9, pardon, le dossier était vide, donc je n'ai pas su aller voir exactement ce qu'il y avait dedans. Enfin, voilà, j'ai eu les réponses, merci. D'autres questions? Est-ce que, on va le faire un par un. On va commencer donc par l'adhésion au CEMA, le catalogue en ligne du service informatique de l'ethnique. Est-ce qu'il y a des votes contre? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas non plus. C'est donc approuvé à l'unanimité. Et donc le point 9, l'autre centrale d'achat, là c'est l'accord cadre école numérique du SPW. Les votes contre, il n'y en a pas. Les abstentions, il n'y en a pas non plus. C'est également approuvé à l'unanimité. Et en parlant d'accord cadre, ici, le point suivant, il s'agit d'un contrat cadre d'assurance hospitalisation collective. Patrick, je te rends la parole. Oui, donc c'est un système d'assurance hospitalisation collective qui est proposé par le Service fédéral des pensions, plus exactement son service social collectif. La commune y a adhéré il y a déjà plusieurs années. Malheureusement, ça c'est un petit détail, ça n'a pas un énorme succès puisqu'il n'y a que 3 ou 4 agents de la commune qui ont souscrit à ce système. Enfin bon, il y en a quand même 3 ou 4 qui y ont souscrit. Et ici, la proposition, c'est tout simplement de confirmer notre adhésion au nouveau contrat cadre puisque le Service fédéral des pensions doit refaire un marché public pour désigner l'assureur qui, sur la période 2022-2025, va assurer ses prestations d'assurance hospitalisation. Des questions? Eh bien, puisqu'il n'y en a pas, nous allons voter les votes contre, donc l'adhésion à cette nouvelle convention cadre. Il n'y a pas de vote contre. Les abstentions peuvent lever la main. Pas d'abstention non plus. C'est également approuvé à l'unanimité. Nous continuons avec une convention, cette fois-ci avec IMIO, pour l'utilisation d'une nouvelle application. Il s'agit ici de l'application IA Bibliotheca et je passe la parole à Étienne. Oui, bonsoir. Donc, cette convention a pour but la mise en mémoire, le stockage digital de toutes les informations, de tous les documents que nous souhaitons conserver à long terme. Et donc, comme son nom l'indique, cette application servira à la bibliothèque. Ils auront l'occasion de numériser quantité de documents, par exemple ceux laissés par nos historiens locaux, mais cela servira également au Cercle historique d'Ivoire, qui, dans le cadre de son travail actuel de recensement du petit patrimoine, s'il y a du texte, mais il y a également beaucoup de photos, donc au niveau informatique, c'est relativement lourd, et cette application leur permettra donc de stocker à long terme et ultérieurement d'ailleurs de mettre à disposition des citoyens tout ce qui aura été enregistré, numérisé, archivé. C'est une très belle application. Oui, Étienne, si je peux, en fait, la mise à disposition des citoyens, elle est immédiate. Donc, puisque c'est en fait un site Internet qui est créé, on peut le montrer, j'espère que ça marche à l'écran. On est toujours ensemble avec un écran. Voilà, donc ici, c'est l'exemple de IMIO sur Couvain, sur la ville de Couvain. Et vous voyez qu'il y a un onglet Petit patrimoine populaire. Si on prend par exemple le patrimoine militaire et les commémorations, là-dedans, on a le choix entre les postes et les tours de guet, les monuments aux morts, les témoins d'événements du passé. Je vais prendre les monuments aux morts. Patrick, oui. En ce qui me concerne, et il me semble sur Facebook aussi, on est toujours sur le partage de ton PDF. Ok, ça c'est embêtant. Je vais donc repartager différemment en prenant Google Chrome. J'espère. Est-ce que c'est mieux? Oui. Voilà. Donc l'exemple ici, c'est l'application d'IMIO en question sur Couvain.
Et donc, on voit les différents onglets avec les différentes catégories d'informations qui sont disponibles, donc qui sont disponibles au public. Et donc, je vais recommencer ici mon petit patrimoine populaire. Je choisis par exemple le patrimoine militaire et les commémorations, dans lequel j'ai le choix entre les postes et les tours de guet, les monuments aux morts, les témoins d'événements du passé. Si je prends les monuments aux morts, je trouve donc une série de monuments aux morts des différents villages de l'entité de Couvain. Et si je clique sur l'un de ces monuments, j'ai sa localisation géographique précise sur un Google Maps, j'ai la description du monument et une localisation aussi sur la carte OpenMap. Donc, c'est assez riche. Étienne l'a dit, on peut numériser beaucoup de choses. Ici, les cartes postales, par exemple, les cartes postales de village, c'est aussi quelque chose qui est souvent très, très recherché. Mais on peut aussi imaginer y mettre des registres, les actes de naissance, bien entendu pas des données qui sont récentes, mais des données anciennes. Donc c'est une application qui permet énormément de choses et comme Étienne l'a dit, qui résout le problème du stockage de toutes les informations qui ont déjà été collectées par le petit patrimoine, par le cercle historique d'Ivoire, la section qui s'occupe du petit patrimoine. Quand je l'ai dit à terme, je voulais dire qu'il fallait quand même le temps que tous ces braves gens et bénévoles encodent. Parce que oui, ça ne doit pas être une mince affaire non plus. Non, tout à fait, tout à fait. Y a-t-il des questions, des remarques? Géraldine, je t'en prie. Bonsoir, pour être sûr d'avoir bien compris, c'est un complément à ce qui existe déjà et ce sera complémentaire au programme futur qu'on achètera. C'est un coût supplémentaire, mais pour de nouvelles fonctions complémentaires à ce qui existe. Quand tu dis à ce qui existe sur le site Internet, tu veux dire? Comme programme, oui, disponible pour tout ce qui est bibliothèque et tout ça, et documentation. Oui, mais ce n'est pas un logiciel de gestion de bibliothèque. Donc la bibliothèque continue à avoir ces logiciels de gestion des livres, des locations, etc., les connexions avec les autres bibliothèques du Namurois. Donc tout ce système-là, ce n'est pas du tout impacté. Ici, c'est plus la vocation, en fait, de numériser des documents qui ne sont pas des bouquins. Le but n'est pas spécialement de numériser des bouquins, c'est de numériser, par exemple, des articles de journaux, c'est de numériser des faire-part de décès de personnalités importantes de la commune, c'est de numériser, bien entendu, toutes les informations qui concernent du petit patrimoine. Donc, ce n'est pas du tout un logiciel de gestion de bibliothèque. Mais c'est effectivement… Merci pour la précision. C'est effectivement une application qui est payante et donc pour lequel la commune, comme les autres applications, comme IADLib qui sert pour la préparation des conseils communaux et des collèges, c'est une application IMIO qui est payante avec un coût d'installation et puis un abonnement annuel qui est de l'ordre de, je crois que l'abonnement annuel, si ma mémoire est bonne, c'est entre 1 500 et 2 000 euros. Oui, c'est ça. Merci. Bertrand. Oui, vraiment rapide, mais la semaine dernière en CLDR, on a justement travaillé, émis l'hypothèse et validé d'ailleurs le fait qu'on travaille sur le petit patrimoine communal, donc comme prochaine fiche PCDR. Mais voilà un outil qu'on ne peut que suggérer, histoire que nos archivistes locaux, je le mets entre guillemets, mais qui sont bien précieux, éléments de la CLDR, puissent en tout cas rapidement se mettre au travail et ensemble, voilà, membres et non membres de la CLDR, mais que ce travail puisse se faire ensemble. Je crois qu'on y gagnera tous. Voilà. Tout à fait. Je ne vois pas d'autres mains qui s'est levée. Bertrand, si tu veux rabaisser la tienne, merci. Nous allons pouvoir procéder au vote. Celles et ceux qui souhaitent voter contre cette convention peuvent lever la main maintenant. Je ne vois aucun vote contre. Les abstentions peuvent lever la main. Aucune abstention. C'est donc approuvé à l'unanimité. Et nous poursuivons avec une convention de partenariat pour la mutualisation des exhumations.
Et Étienne, je te rends la parole. Oui, plus précisément, on va mutualiser les forces de travail plutôt que les exhumations, puisque les 5 communes de la zone de police Haute-Meuse plus la commune de Douache vont mettre en commun leurs fossoyeurs pour pouvoir procéder à des campagnes d'exhumation dans les cimetières, car nous avons, pour nous mettre à jour dans les nouvelles normes d'encadrement des cimetières, un gros travail à accomplir. Et l'union faisant la force, nous serons beaucoup plus forts avec 10, 12, 15 fossoyeurs qui travaillent ensemble sur un même site, plutôt que les 2 nôtres qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens dont ils disposent. Donc c'est une convention qui va vraiment dans le très bon sens d'unifier les forces disponibles dans les communes avoisinantes avec les nôtres. Merci Étienne, et je vois que Jean-Paul souhaitait intervenir. Jean-Paul, je t'en prie. Moi, je n'ai pas une question directement avec la convention qui est proposée, mais j'ai plutôt une réflexion à propos de la gestion des cimetières, qui représente quand même une charge importante pour toutes les communes. Donc, pour l'instant, le cimetière d'Ivoire-Centre est fermé pour procéder à une campagne d'exhumation et de remise en ordre de certaines sépultures. Des concessions en pleine terre et pour les caveaux, certains caveaux sont concernés. Je pense que pour atténuer ces charges, les communes devraient réfléchir à octroyer un incitant financier aux familles qui doivent prendre en charge les funérailles de leurs proches. Dans le cadre du prochain budget, ne pourrions-nous pas étudier un règlement qui octroierait une indemnité de 50 ou 100 € à ces familles? Pourquoi ne pas associer les responsables concernés par la Convention à cette réflexion? Je sais qu'il y a, en Wallonie, je n'ai pas trouvé de règlement qui prévoit ce type d'indemnisation, mais je me demande s'il ne serait pas opportun d'y réfléchir. Une prime de décès, en fait. Une indemnité. Il faut reconnaître qu'on a quand même beaucoup moins de charges avec les incinérations qu'avec les inhumations. Jean-Paul, je ne comprends pas bien. Tu ferais cette prime pour les incinérations uniquement? Oui, uniquement pour les incinérations, oui. Ah oui. Enfin, on ne peut pas appeler ça prime, mais une indemnité octroyée aux familles. Mmh. C'est une réflexion. Hein. Quand je vois le travail que ça demande actuellement au cimetière d'Ivoire et qu'il va falloir reprocéder à ce type de travail dans tous les cimetières de la commune, et toutes les communes sont concernées, parce qu'il faut dire que... Dans ce sens-là, Jean-Paul, tu as très, très raison, parce que nous entamons mardi prochain un travail dont moi, personnellement, je ne verrai pas la fin. Parce que ça va s'étaler sur un nombre d'années qui dépasse mon espérance de vie politique. Bertrand souhaitait intervenir. Oui, pour rebondir sur la suggestion de Jean-Paul, oserais-je dire idée à creuser, sans mauvais jeu de mots, mais plutôt qu'une prime, parce que bon, je crains déjà que rédiger un règlement communal soit assez périlleux en la matière, mais je me permets juste de dire qu'il y a quand même déjà les tarifs et donc les redevances qui ont été décidées par le conseil communal avec des tarifs différents suivant le type d'inhumation, pleine terre, concession ou les columbariums et donc les incinérations, etc. Peut-être éventuellement encore adapter ça en intégrant les surcoûts, mais il y a déjà une différence de tarification. Je fais ça de mémoire, évidemment, hein, mais il y a déjà une différence actuelle qui se justifie d'une manière ou d'une autre aussi par la charge de travail de nos services des travaux, notamment des services administratifs d'une part, mais des travaux d'autre part. Donc, à réfléchir peut-être lors d'une réflexion sur les taxes et redevances à ce sujet. Prime, je n'irai peut-être pas sur cette voie-là, qui est un texte supplémentaire, mais peut-être jouer. Mais bon, voilà, il y a déjà une différence actuellement. Mais pour les personnes domiciliées dans la commune, sauf erreur de ma part, on ne réclame pas de frais pour une inhumation. Non, mais pour la concession, oui. La concession, oui.
Oui. Pour la concession, oui. Et si tu as une concession pour une urne, c'est moins cher que la concession pour une inhumation en pleine terre. Il y a les dispersions aussi. Oui, oui, oui. Mais donc, C'est oui, à voilà. À réfléchir. On prend note. Merci. D'autres remarques, questions, propositions? Je n'en vois pas. On peut donc procéder au vote. Si vous souhaitez voter contre, je vous invite à lever la main maintenant. Je ne vois pas de vote contre. Des abstentions? Aucune abstention. C'est donc approuvé à l'unanimité. Et nous continuons avec l'ordre du jour de la SBL Rébébus. Je vais passer la parole à Chantal. Oui, donc ici, c'est un point fort triste malgré tout. Donc, il s'agit d'un service que notre commune, dont notre commune bénéficie depuis quand même une bonne dizaine d'années. Ce qui se passe, c'est que j'étais chargée d'aller à l'Assemblée générale puisque je m'occupais en tant qu'échevine de la petite enfance. Et le 16 décembre, nous avons donc eu une Assemblée générale. Et là, il est clairement apparu que sur un budget d'environ 1 million, il y avait prévisible pour 2021 un déficit attendu de plus ou moins 227 000 €. Alors, il est vrai que la province avait supprimé son subside de 77 000 €. Mais en fait, c'était à la limite la goutte d'eau qui a fait un peu déborder le vase des problèmes. Mon sentiment est que le fondateur est une personne extrêmement dynamique, très soucieuse de l'encadrement des familles et qui avait créé ce service qui s'était étendu à une quinzaine de communes. Mais il n'a jamais réussi, à part avoir des points APE, il n'a jamais réussi à avoir un financement structurel de ce service. Et donc, comme il le dit bien lui-même, et l'article est justement dans l'Avenir de ce jour sur une pleine page, les 125 ou 130 000 € qu'il devait chaque année trouver, qui sont devenus maintenant 227 000 avec la suppression du subside de la province, eh bien, il le trouvait à Cap 48, à la Fondation Roi-Baudouin, à la Loterie nationale, etc., d'année en année. Et donc, à un moment donné, trouver 227 000 sur un budget d'1 million, ce n'est pas possible. Une des suggestions, évidemment, était que les communes augmentent leur participation. Mais là aussi, il se trouve plutôt avec des communes qui ont commencé à résilier déjà l'an dernier, ou des communes qui, dès cette année-ci, lors du conseil d'administration du mois de février, ont dit ben non, nous ne voulons pas augmenter. Donc, à un moment donné, voilà, on doit se rendre à l'évidence qu'un service, aussi utile soit-il, ne peut pas continuer comme ça, parce qu'en tant que membre du conseil d'administration et de l'Assemblée générale, nous portons une responsabilité et on ne peut pas comme ça se dire « ah ben tant pis, on verra bien ». Voilà, et donc malheureusement, je devrais aller à l'Assemblée générale extraordinaire qui était prévue le 24 mars et qui vient d'être postposée au 14 avril, en fait pour nommer un liquidateur et choisir la dissolution de l'ASBL comme elle est, parce que ce n'est juste plus possible. Voilà la mauvaise nouvelle que j'ai à annoncer. Bertrand? Oui, merci Chantal. Bon, ben, tout d'abord, les communes, enfin, j'entends, on en avait déjà discuté, hein, il y a une ou deux séances du conseil d'ici, donc tu nous avais déjà un peu mis au parfum de ces mauvaises nouvelles. Ben, il est triste évidemment qu'elles se confirment.
Je note d'une part que des communes disent non pour augmenter leur dotation, alors que, excusez-moi, mais c'est vrai qu'au niveau provincial, il y a une perte du subside, mais qu'en parallèle, les communes ont retrouvé toute une série de moyens financiers, plus ou moins selon la taille de la commune, mais c'est un peu dommage que les communes acceptent l'argent d'un côté, mais refusent d'en remettre une petite partie. Enfin, voilà, ça ne nous concerne pas nécessairement nous à y voir, mais mon commentaire vise évidemment l'ensemble des communes. Deuxièmement, et là c'est un peu moins critique, mais simplement sur la question, c'est que la BBBus avait obtenu, si mes infos sont bonnes, une reconnaissance de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais n'était pas encore effective. Mais cette reconnaissance aurait permis, si j'ai bien compris, d'obtenir des subsides. Est-ce qu'il n'était pas envisageable, moyennant certaines restructurations, enfin, sur certains points, mais d'avoir un financement provisoire des communes, une avance de trésorerie des communes associées, pas d'une, mais des, le temps que cette reconnaissance produise ses effets en termes de dotation structurelle à la SBL. Et enfin, troisième élément, alors là c'est plus sur le passé, mais plutôt sur l'avenir, c'est n'y a-t-il pas moyen, parce que ce service est quand même hyper apprécié par toute une série de familles, et voilà, y compris dans notre commune, ça rend un réel service, n'y a-t-il pas une possibilité de reconstruire, peut-être pas depuis zéro avec l'expérience acquise, mais en tout cas, qu'en pense nous déjà notre commune? Est-ce qu'il y a, ne fût-ce qu'une hypothèse, qu'on s'associe avec quelques autres communes pour essayer de relancer une dynamique de ce secteur-là et continuer, dans un délai le plus court possible, à rendre ce service? Merci pour ces 3 réponses. Alors, je vais essayer de te répondre le mieux possible. Donc, en fait, au niveau des communes, la situation était très inégale. Tu avais des communes qui, comme nous, à Ivoire, on avait le service 1 jour par semaine pour 5 000 €. Et tu avais des communes qui l'avaient 4 jours par semaine pour 20 000 €. Forcément, 5 000 fois 4, tout simplement. Et une commune, par exemple, lors de du conseil d'administration du mois de février, pourtant qui tient beaucoup à ce service, mais a dit, mais nous, nos finances communales, franchement, ne nous permettent pas les 10% d'augmentation. Et à la limite, on va même être sous crack. Enfin, il n'est pas question, en fait. C'était pas une question, c'était désolant. C'était vécu comme désolant. Parce qu'au départ, il avait été effectivement prévu que les 77 000 € soient répartis sur les 15 communes en proportion du nombre de jours. Donc ça, je dirais, j'ai un peu envie de te dire, ça aurait peut-être été arrangeable. Mais il ne manque pas que 77 000. C'est pour ça que je dis, c'est simplement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce n'est pas que ça, ce serait un peu simpliste de dire ça, et faux. Simplement, je suis d'accord avec toi. Ce qui est un peu dommage, ça c'est après je prendrai tes autres questions du mieux que je peux. Ce qui est quand même un peu dommage, c'est qu'en fait c'est un service qui a été créé et supporté par la province. Et donc moi, ce qui m'a surpris avec ma casquette d'économiste, quand je suis entrée dans ce conseil d'administration il y a quelques mois, c'est je ne comprends pas très bien comment la province, dotée de tant de bureaux et de spécialistes et de comptabilité de ci, de là, ne s'est pas rendu compte de cette situation, qu'au début du lancement d'un projet, il y a 15 ans, on se dise, un peu 448, un peu loterie, un peu fondation, ok, mais 15 ans plus tard, donc je trouve que la province, au niveau, je vais dire, professionnalisation de ses services, aurait dû dire, non, mais ça ne va pas, et il faut que, voilà, on ne refait pas l'histoire, mais c'est un point qui m'a surpris en termes de compétences apportées à cette ASBL, parce que la présidence, c'est la province, donc je veux dire, ce n'est pas un détail. Ta deuxième question, c'est est-ce que l'ONE, on n'aurait pas pu obtenir des subsides de l'ONE par une subsidiation? Oui, dans la réforme MILAC, la réforme de l'accueil, effectivement, une ligne a été faite sur, on pourrait dire, les haltes garderies. Ça ne s'appelle pas exactement comme ça, mais bon.
dans lequel, pour moi aussi, c'était pertinent d'imaginer que les bébés-bus rentrent dans cette logique. Ce qu'il y a, c'est que quand tu commences à rentrer, bon, d'abord, il est vrai qu'il faudrait un délai, d'accord, mais c'est pas que ça. Quand tu commences à rentrer dans, dans une réforme qui te permettrait d'être reconnu, tu dois alors fonctionner avec des règles communes à toute halle de garderie qui fonctionnerait par ailleurs. Et là, j'ai bien vu que les règles qui allaient être produites, par exemple en termes de temps d'ouverture, il ne faut pas commencer à 9 h et terminer à 16 h, quoi. Ou en termes de conditions de locaux, etc. Quand on voit les sévérités avec lesquelles sont encadrées les crèches, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas du tout simple. Et donc ici, en fait, tu te trouvais avec le bébé-bus avec des gens de grande qualité, très motivés, idéalistes, plutôt ce public-là. Et donc, clairement, pour moi, voilà, ça peut peut-être évoluer, mais non, comme ça, sous cette forme, je n'y crois pas. Voilà. Et alors, ta troisième question, pardon. Mais c'était, Ah oui, et dans notre si Bébébus commune, ne continuait pas, est-ce oui, qu'il n'y a oui, pas oui, quelques oui. communes qui veulent mettre en place un système Alors voilà. là, le fondateur en question espère effectivement peut-être créer quelque chose avec plus de... Voilà. Je pense il faudra un peu voir comment le dossier évolue, mais le premier problème, bon, moi j'ai demandé en tout cas en tant que membre du conseil d'administration que les membres du personnel qui vont être licenciés, qu'on ait dans chaque commune, bon, il y a des péricultrices, mais il y a aussi des assistantes sociales. J'en ai vu plusieurs, je les trouve, il y en a certaines qui sont vraiment, vraiment de grande qualité. Il y a une directrice là, très très bien. Qu'au moins on ait les noms et que si une place se libère, qu'on ait le souci d'envisager leur candidature préférentiellement, à tout le moins. Ça, c'est à très court terme. Pour le reste, écoute, je crois qu'il faudra voir comment ça évolue et la nouvelle responsable de la petite enfance et le collège ne pourra que rester attentif à ce qui sera possible. Mais plus que ça, je ne sais pas te dire. C'est vrai que c'est très désolant maintenant. Si tu regardes le rapport d'activité que j'avais fait mettre, tu vois aussi que le nombre d'enfants qui viennent chaque semaine, en moyenne, est très peu élevé en fait. Hein. Ce sont des services fluctuants, pas simples. Hein, voilà. Voilà, j'espère que je réponds à tes questions. D'autres questions, demandes de compléments, remarques? Je n'en vois pas. Nous allons donc procéder au vote. Celles et ceux qui ne souhaitent pas approuver cet ordre du jour peuvent lever la main maintenant. Je ne vois aucune main se lever. Les abstentions? Aucune abstention non plus. L'ordre du jour est donc approuvé à l'unanimité. Et Chantal, tu vas pouvoir enchaîner puisqu'il s'agit ensuite de la dotation unique aux directeurs et aux écoles pour l'achat de petites fournitures. Donc là, il s'agit en fait, dans la manière dont moi-même et le collège envisageons le travail d'une direction d'école, nous voulons leur rendre le plus possible leur côté manager de leur école, qu'ils puissent ne pas être comme ça dans un esprit tout le temps de dépendance, tout en respectant bien entendu toutes les règles possibles et imaginables que la Fédération Wallonie-Bruxelles impose. Et croyez-moi, il y a de quoi tomber parfois raide mort. Hein. Et dans ce cadre-là, au niveau financier, il m'est apparu que pour de petits achats en lien avec des animations ou des fournitures pédagogiques nécessaires, c'était parfois compliqué, ou des petits achats sur Internet, ou bien le développement de l'économie circulaire, qui est très importante pour nos écoles, à savoir d'acheter des jouets en seconde main ou des livres en seconde main qui peuvent servir, etc. Les directions d'école étaient parfois en difficulté pour agir promptement ou alors devaient prendre de leur poche ou tout autre système. Et donc, nous avons convenu qu'on essaye cette année voilà, de
de leur donner une petite dotation par école qui leur permet de jouer ce tampon. Il est bien entendu, comme c'est écrit, qu'il doit y avoir des justifications pour toute dépense et 2 fois par an, et 1 fois à tout le moins, il y aura une vérification de cette comptabilité-là qui doit être en parfaite conformité avec les règles financières de toute commune, bien évidemment. C'est pour donner un peu de souplesse dans le management pédagogique. Merci Chantal. Des questions, remarques? Il n'y en a pas. Nous allons donc pouvoir procéder au vote. Celles et ceux qui souhaitent voter contre cette dotation peuvent lever la main. Aucune main qui se lève. Les abstentions? Aucune abstention. C'est donc approuvé à l'unanimité. Et pour les 2 points suivants, je vais passer la parole à notre directrice générale, Madame Lecoq. Il s'agit des rapports annuels des rémunérations des mandataires pour 2018 et 2019. Madame Lecoq, je vous en prie. Oui, merci. Donc, en fait, suite à la rentrée en vigueur du décret du 29 mars 2018 qui vise à renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics, notamment au sein des structures locales, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que chaque année, au 30 juin, le conseil communal doit avoir établi un rapport de rémunération qui est accompagné d'un certain nombre de pièces justificatives. Ce rapport doit d'ailleurs répondre au modèle qui a été fixé par le gouvernement wallon et être transmis par le président du conseil communal à la date donc du 30 juin. Fin de mois de janvier de cette année-ci, en fait, nous avons reçu une lettre de rappel pour les 2 années concernées, car ce nouveau devoir qui incombe au conseil communal, eh bien, nous avait échappé, même si pour l'année dernière, on avait un délai qui était postposé au 30 septembre, dans les circonstances que l'on connaît au niveau donc de la crise sanitaire et de l'organisation du travail depuis de nombreux mois. On a donc complètement loupé ces 2 points-là. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose donc d'examiner ces 2 points. Les 2 rapports vont se borner aux seules instances décisionnelles que sont le collège et le conseil, faute d'avoir pu obtenir de plus amples informations auprès des services administratifs concernés. Et donc, après le vote qui interviendra ce soir et demain, après signature des délibérations en question, je transmettrai donc au président du conseil l'ensemble des pièces avec l'adresse électronique à laquelle il voudra bien envoyer le tout. Et je suis attentive à ce que le rapport pour cette année-ci puisse se faire dans les délais impartis afin de ne plus avoir ce petit rappel à l'ordre. Merci beaucoup. Et le président sera ravi de transmettre à l'adresse. Y a-t-il des questions, des remarques? Je n'en vois aucune. Je vous propose que nous approuvions les 2 rapports simultanément. Et donc, celles et ceux qui souhaitent voter contre peuvent lever la main. Aucune main se lève. Les abstentions? Aucune abstention non plus. Les 2 rapports sont donc approuvés à l'unanimité. Et nous allons poursuivre avec le rapport de la Commission locale pour l'énergie 2020. Je passe la parole à Christine. Christine, je t'invite à remettre ton micro en fonction. Pardon. Le gestionnaire de réseau de distribution nous a transmis une liste de 19 personnes pour lesquelles un renouvellement de statut de client protégé a été demandé. Sur les 19 personnes, 17 ont obtenu les attestations et ont vu leur statut prolongé. Et la clé, donc, la Commission locale pour l'énergie s'est réunie 2 fois
pour 2 pertes de statut de client protégé en 2020. Merci. Des questions, remarques? Je n'en vois pas. Nous allons donc passer au vote. Les votes contre. Aucun vote, c'était juste pour information. Merci. Merci beaucoup. Et donc, nous allons pouvoir enchaîner avec un point dont nous avons déjà discuté quelques fois, la ratification de la délibération du collège concernant l'appel dans le cadre du contentieux fiscal avec Mediapub. Patrick. Oui, je propose effectivement qu'on ratifie la décision du collège, mais ce sera inutile, dans le sens où vous vous souvenez qu'on avait pris comme attitude de continuer à lancer les procédures d'appel aussi longtemps que nous n'avions pas un jugement en degré d'appel qui était obtenu dans cette affaire. Et nous avons reçu communication la semaine passée pour la première fois donc d'un jugement en appel à la Cour d'appel de Liège. Et nous avons perdu. Et nous avons perdu de manière très claire. Donc, le collège va examiner très vite les conséquences de ce jugement en appel. Et sans vouloir anticiper sur les conclusions du collège, je pense que nous allons vers une situation où nous allons faire marche arrière par rapport à toutes ces procédures qui nous coûtent quand même pas mal d'argent en termes de frais d'avocat, etc. Et où nous nous rendons compte que systématiquement, en première instance, on a le problème d'être débouté. Et ici, nous avons la confirmation que même en appel, ça ne fonctionne pas. Donc, je propose qu'on ratifie malgré tout cette décision du collège, parce que la décision du collège existe, mais elle ne sera pas activée, plus que probablement. Merci. Je suppose, puisqu'on a souvent fait le tour, qu'il n'y aura pas de questions là tout de suite. Donc, pouvoir procéder au vote. Celles et ceux qui sont contre la ratification de cette décision peuvent lever la main. Ah, Bertrand, tu voulais intervenir? Oui, vraiment rapidement. Alors, c'est plus sur les dossiers, mais c'est plutôt sur les autres textes, plutôt pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que vous avez, bon, c'est peut-être un peu trop neuf comme information, mais sur les autres textes fiscaux, est-ce que on adopte tout de suite on adapte, pardon, et pas adopte, mais on adapte tout de suite les textes fiscaux au prochain conseil ou en tout cas dans un avenir proche pour ne plus se retrouver avec une contestation comme ça? Est-ce qu'il y a une solution possible pour éviter tout ça? Le passé, on ne le réécrira plus, mais l'avenir, on peut peut-être trouver une solution. Notre sentiment, je pense que, et ça remonte à la législature précédente, Bertrand, le règlement taxe en la matière avait déjà été adapté, et je parle sous contrôle de Joël aussi, qui connaît mieux que quiconque. C'est très juste. Et bon, le fait que ça ait été adapté n'a rien changé à la question, c'est-à-dire qu'on a toujours les recours, on a toujours des jugements de première instance qui nous sont défavorables, malgré les adaptations qui ont été apportées au texte. La plupart des communes, on n'a pas la statistique, mais la plupart des communes ont renoncé à vouloir appliquer cette taxe majorée, puisque c'est comme ça qu'il faut bien le voir, pour ces fameux écrits publicitaires avec un contenu informationnel minimal. Hein. On connaît tous l'astuce. Et la plupart des communes en Wallonie ont renoncé à appliquer cette taxe. Donc, ils appliquent pour ces envois-là la taxe habituelle pour la presse régionale gratuite, puisque on considère qu'il y a, on peut en rire, mais c'est un peu ça le raisonnement du juge, qu'il y a autant d'informations régionales dans les petits folders à 8 pages avec une page écrite en tout petits caractères et dans Vlan, pour donner cet exemple-là. Et donc, voilà, je pense que sans anticiper, encore une fois, le collège va évaluer la situation avec toutes les lumières que peut nous donner Denis et que peut nous donner notre avocat. Mais voilà, je pense que c'est vers ça qu'on va. OK, merci. Je n'ai vu aucune autre demande d'intervention et donc nous allons procéder au vote. Les votes contre peuvent s'exprimer maintenant.
Aucune main ne se lève. Les abstentions? Aucune abstention non plus. La ratification du collège est donc, la délibération du collège est donc ratifiée à l'unanimité. Et nous poursuivons avec une autre ratification, cette fois qui concerne la fermeture de l'école maternelle de Durnal, qui a eu lieu dans le cadre du Covid. Chantal. Oui, donc brièvement, je dirais ceci, je remercie vraiment vivement les directions d'école, les accueillantes, le personnel logistique, les enseignants, d'avoir tenu bon courageusement pendant cette période vraiment difficile de nouveau. Et on a dû finalement opter pour la fermeture à Durnal des écoles maternelles à un moment donné pour quelques jours. Et encore, ça s'est finalement réduit d'un jour parce qu'au bout du compte, 90% des personnes ont été testées négatives. Et voilà. Mais voilà, je tiens surtout à dire que toutes les écoles ont continué à fonctionner et prennent soin du développement des enfants, de leur formation. Et c'est à souligner parce qu'il y a personne qui recule, quoi. Voilà. Merci Chantal. Des questions, réflexions, demandes d'informations? Il n'y en a pas, on va donc pouvoir voter. Les votes contre peuvent lever la main maintenant. Aucun vote contre. Les abstentions? Aucune abstention. C'est donc ratifié à l'unanimité. Et nous continuons donc avec un des 2 points qui ont été rajoutés à l'ordre du jour, la motion de financement des bâtiments scolaires. Oui, Alexandre, c'est vrai qu'on a oublié, je pense, formellement avec nos petits problèmes techniques de départ, de demander si tout le monde était d'accord pour l'ajout de ce... Je l'avais fait pendant que tu réglais la diffusion en live, il y a eu une main qui s'est levée. Parfait, parfait, parfait. Et donc la motion financement des bâtiments scolaires? Oui, ben, je pense qu'en 2 mots, c'est une situation qui a été largement commentée dans les médias. Donc, on sait que le ministre des Infrastructures scolaires a promis une enveloppe d'1,2 milliard pour la rénovation, pour l'amélioration et même la construction aussi d'écoles. Que dans ce paquet d'1,2 milliard, il y a 300 millions qui ont déjà été définis de façon beaucoup plus précise et qui correspondent à des fonds pour la résilience attribués par l'Europe. Et la répartition, en fait, de ces fonds, qui a été décidée donc au niveau de la région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est telle que les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles reçoivent incontestablement une part beaucoup plus importante que ce qu'ils représentent comme population scolaire. Et donc, la motion qui est proposée ici est une motion qui vise simplement à demander que dans la répartition de ce paquet de 300 millions qui vont permettre des travaux de rénovation, d'amélioration, etc., qu'on applique tout simplement la même règle que pour les PPT, qui sont des programmes de travaux d'amélioration bien connus dans le secteur de l'enseignement. Et cette clé PPT est tout simplement calquée sur les populations scolaires que représentent les différents réseaux. Et donc, il est clair que dans l'opération telle qu'elle a été montée ici en début d'année 2021, il y a vraiment un avantage qui est disproportionné pour les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc les Athénées, ce genre-là d'établissements, par rapport aux réseaux subventionnés, qu'ils soient libres, mais aussi communal ou provincial. D'où cette motion demandant d'appliquer la clé PPT aussi pour cette attribution de subsides. Merci. Des questions? Il n'y en a pas. On va donc pouvoir passer au vote. Les votes contre cette motion peuvent s'exprimer maintenant. Aucun vote contre. Les abstentions? Aucune abstention. La motion est donc approuvée à l'unanimité.
Et le deuxième point qui a été rajouté, c'est une demande de subvention auprès d'Infrasport pour le hall sportif de Godine. Marcel, je suppose. Et voilà, et comme vous le savez, nous avions décidé de relancer le projet du hall sportif de Godine en septembre. Nous avons lancé un nouveau marché de services pour désigner un auteur de projet. Donc, nous avons reçu 11 bureaux d'architectes qui nous ont remis une offre. Et afin de les examiner, nous avons organisé une présentation avec des représentants de divers services de l'administration et du collège, mais aussi des représentants des deux clubs concernés et d'Infrasport. Cette réunion, elle fut très intéressante et nous a permis de bien évaluer les différentes esquisses, ce qui a permis au collège d'attribuer le marché au bureau d'architecture 4D de Namur. Mais en plus, le collège, en fonction des souhaits du ministre des Sports, de donner plus d'importance à la supracommunalité, nous avons suscité l'appui des collèges des communes voisines. Et toutes nous ont marqué leur accord pour reconnaître l'importance de notre projet dans la région. En plus, à la demande du ministre, la province a réalisé un cadastre des projets de toutes les communes de la province et notre projet est classé en 6e position, ce qui donne une bonne direction pour les subsides, vu que nous sommes en début de la procédure administrative qui est très longue. Nous devons passer un délibéré demandant des subsides au pouvoir subsidiant. Donc maintenant, on va peut-être présenter l'esquisse qui a été réalisée par le 4D, le bureau 4D. Comme vous voyez, donc, le bâtiment se trouve à l'avant de la zone. Moi, je ne sais pas, Patrick. Ah oui, excuse-moi Marcel. Moi, je ne sais pas. Allez. J'espère que, voilà, j'ai été trop loin. Voilà. Donc, le bâtiment là, se trouve à droite du terrain de la plaine de jeu actuelle et au bord du parking. Donc, on va réaménager tout l'ensemble de l'avant de la zone, ainsi que garder les 4 terrains à l'arrière du bâtiment. Si tu veux bien passer au... Donc, voilà. On prend la photo de gauche. Donc, on voit ici les 2 terrains de tennis, avec à l'avant, côté rue, côté parking, les vestiaires du rugby. Il y a 4 vestiaires pour le rugby et un vestiaire pour l'arbitre de rugby. Les 2 locaux à côté, ce sont les deux locaux de réserve. Ici, au milieu, c'est une petite salle qui pourra servir au one hall, au badminton ou au sport d'arts martiaux. Ici, à côté, ce sont les vestiaires tennis intérieurs et extérieurs. Et ici, à l'extrême droite, c'est la cafétéria. Cafétéria qui donne en même temps sur les 4 terrains à l'arrière et qui est bien orientée au sud par rapport à ce que souhaité par le club. Donc, vous voyez ici, on peut remarquer quand même que la réalisation du bâtiment est quand même un bâtiment qui n'a pas l'air d'être énorme. Si on peut passer au suivant pour voir. Oui. Vous avez peut-être des questions pour l'instant sur. Donc voilà, le bâtiment ne donne pas l'impression qu'on a un gros cube sur le sol, contrairement au premier projet qui avait été réalisé. Il s'intègre beaucoup plus dans l'aménagement des maisons voisines. Voilà, si on peut continuer, je ne sais pas s'il y en a encore. Oui, voilà, disons ce qu'il y a aussi à l'intérieur. Donc, dans la partie, au-dessus de la cafétéria, il y aura aussi une mezzanine qui pourra servir de salle de réunion. Cette mezzanine ne sera pas aménagée, elle sera tout simplement disponible. Il n'y aura pas d'aménagement particulier, mais on pourra y organiser des réunions pour les clubs, pour les comités et tout ça. Ce hall de sport, voilà les 2 cafétérias. Et ici, la petite photo à gauche, où on voit un monsieur. Là, c'est la vue de la mezzanine qui donne sur le terrain de tennis.
nous pensons que c'était un beau projet. Bon, ici, nous sommes qu'à l'esquisse, c'est vraiment la lettre A du projet. Donc, nous avons encore certainement beaucoup de pain sur la planche. Mais vu que nous devons maintenant rentrer une demande de reconnaissance de subside, c'est une nouvelle procédure, que l'Infrasport aura 40 jours pour nous répondre. Donc, nous avons souhaité, pour ne pas encore perdre un mois, attendre le prochain conseil communal, de passer aujourd'hui cette délibérée demandant les subventions d'Infrasport pour ce projet. Et dans le courant de cette semaine, on continuera à réaliser les documents nécessaires pour rentrer la demande à Infrasport. Voilà l'idée générale de ce projet. Oui, comme Marcel vient de le dire, le fait qu'on l'ait soumis au Conseil aujourd'hui, c'est lié au fait que l'arrêté d'exécution du décret définissant les nouvelles modalités de subside, il est sorti tout récemment. Et donc, il a été analysé par Marcel, par Joël, et on s'est dit que comme on a un projet qui semble quand même soutenu et où on a un certain nombre d'éléments positifs, qu'il fallait battre le fer tant qu'il était chaud et donc se positionner sur la première ligne de départ avec directement une délibération suivant les nouvelles modalités. Sur le plan du bâtiment, je rajouterais peut-être juste une chose, Marcel, je ne sais pas, tu l'as peut-être dit, mais ce qui nous a beaucoup plu dans la conception qui était présentée, c'était l'idée d'avoir les deux terrains en enfilade et non pas l'un à côté de l'autre, en repensant complètement aussi la géométrie de la plaine de jeu et les arrangements donc aussi de la terrasse Horeca, etc. Ça nous paraissait ouvrir des nouvelles possibilités et de permettre aussi une bonne conservation des 4 terrains extérieurs. Merci. Je vois que Bertrand souhaitait réagir. Oui, évidemment, c'est à chaud, puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'analyser tout ça au préalable. Tout d'abord, sur le gabarit… Oui. On ne savait pas le faire plus tôt, étant donné que nous avons seulement reçu la semaine passée. Marcel, nous avons reçu la semaine passée l'accord de la tutelle sur la désignation d'architecte. Ai-je énoncé le moindre reproche dans mes propos? J'ai simplement dit que je réagissais à chaud sans avoir eu l'occasion de simplement analyser les documents. Donc voilà, je vole sans filet, y compris à l'égard de mon groupe politique. Donc, par rapport au plan, effectivement, ça a l'air d'être un peu plus harmonieux. En tout cas, c'est moins monolithique que le projet précédent. Et donc, en cela, c'est positif. Je vous rejoins dans vos remarques, dans vos commentaires. Attention quand même qu'au niveau hauteur, dans la mesure où les hauteurs de terrain de tennis, d'espace de jeu sont prescrites par des notes d'Infrasport, on ne va pas gagner en hauteur non plus. Donc, c'est vraiment une question d'enveloppe du bâtiment, plus harmonieuse, plus intégrée, mais le bâtiment reste aussi volumineux, si pas plus, vu sa longueur ou largeur que le précédent. Deuxième élément de mon côté, et ça a d'ailleurs été souligné en CLDR mercredi dernier, je ne sais plus qui, mais enfin peu importe, qui disait que les plans avaient été publiés par le bureau d'études sur Facebook. Alors je suis allé voir la page Facebook et c'est effectivement un peu dommage, ça je me permets quand même de le dire, que le bureau d'études ait sorti les plans il y a quelques jours sans même que les élus communaux ou encore mieux les clubs sportifs ou les membres du conseil consultatif des sports ne les aient en primeur. Voilà, c'est un peu dommage, d'autant Marcel que tu as dit la semaine dernière, et d'ailleurs ce sont les mêmes esquisses qui sont présentées aujourd'hui, que tout le bâtiment, c'était que les esquisses premières qui ont servi à l'attribution du marché, mais que tout le travail était encore à faire. Et donc, voilà, il faut être prudent à l'égard et des clubs et de la population en disant que voilà, ceci, c'est vraiment une base, mais que tout est encore susceptible de changer. Et donc, attention à la publication. Voilà, je ne le dis pas pour nous ici, mais par rapport au bureau d'études, je trouve que c'était un peu inélégant. Et le troisième élément… Je suis tout à fait d'accord avec toi, Bertrand. Marcel, je vais me permettre de terminer juste, et puis parce qu'on ne s'interrompt pas, et donc après, tu reprends la parole.
Et le troisième élément, c'est justement par rapport à tous ces aménagements envisagés, dont on prend connaissance comme ça un peu à brûle-pourpoint, mais c'est surtout, c'est une recommandation, c'est d'associer immédiatement, de provoquer une réunion du Conseil consultatif des sports avec les clubs concernés, enfin bref, qu'on réfléchisse avec les acteurs concernés sur ce dossier, les aménagements de la plaine de jeu. On constate quand même qu'elle est méchamment réduite par rapport à ce qui existait, ou en tout cas dans le premier projet. Je n'ai pas dit que c'était bien, je n'ai pas dit que c'était mal, mais c'est un changement quand même significatif. Il y aurait un terrain de tennis supplémentaire par rapport à ce qui existe. Là aussi, je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est même à mon avis très positif pour le club. Mais voilà, maintenant, il faut s'y pencher tous ensemble. Et donc, voilà, merci de convoquer un conseil des sports dans les prochaines semaines. Je pense que ça sera apprécié par tout le monde. Voilà. Marcel, je t'en prie, avant de passer la parole à Jean-Paul, comme ça on peut avoir les questions-réponses. Oui, mais Jean-Paul va y aller. Vas-y, Jean-Paul. Oui, j'étais peut-être inattentif. L'estimation du projet et le pourcentage des subsides qu'on pourrait obtenir. Est-ce que tu les as? L'estimation du projet est d'environ 1,8 million TVA, 1,9 million TVA comprise, plus ou moins. Et les subsides dépendent de plusieurs, de plusieurs conditions. Au départ, il y a 50%. Et en fonction de certains critères, on augmente de 5, 10 ou 15%. Mais on pourrait arriver au moins pratiquement à 70%. Suivant les critères qui sont autorisés. C'est notamment pour ça que la question de l'engagement des communes voisines, donc on a des délibérations des collèges de Profondeville, d'Anhé, d'Assès, de Honhé, de Dinan. Ces délibérations indiquant donc que c'est un centre qui a une vocation qui dépasse les limites de la commune d'Ivoire est un point important puisque ça devrait assurer déjà rien qu'à lui seul 5% supplémentaires de subsides, de manière à arriver, comme Marcel le dit, le plus proche possible des 70%. Et ici, maintenant, c'est 70% sur l'ensemble des travaux, parce qu'avant l'ancien décret, on avait 70% sur 1,5 million. Si on dépassait le 1,5 million, on retombait sur l'ensemble à 50%. Si on dépassait le 1,8 million, on retombait à 0. Donc ici, maintenant, il n'y a plus de limite pour les subsides. Et alors, Marcel, sur les remarques, enfin, sur les questions de Conseil des sports et… Mais disons que là, le bureau d'études, là, je l'ai entendu aussi et je n'ai pas été vérifié, mais nous n'étions pas du tout au courant et on n'a pas du tout autorisé le bureau d'études à publier sur Internet, sur Facebook, le projet, quoi. Alors, ce que nous, on avait décidé, c'est aujourd'hui de faire passer au conseil communal l'esquisse et de l'envoyer demain aux 2 clubs sportifs concernés et également à tous les membres de la commission des sports, qui ne s'est plus réunie malheureusement depuis l'année passée, je ne sais plus quand. Voilà. Et une réunion prochaine est prévue sur ce dossier-là? Disons qu'il y aura une réunion avec le bureau d'études dans les jours à venir de façon à commencer l'avant-projet final pour la demande de subsides, qui ne pourra pas être entrée, la demande de subsides, avant le mois de fin mars quand même. Bertrand? Oui, bon, merci Marcel, mais enfin, moi j'insiste quand même sur le fait qu'on n'est pas qu'une information par mail. Je pense que c'est aussi quelque chose de motivant pour une commission communale de travailler sur des dossiers aussi importants que ceux-là. Et donc, qu'on le reçoive par mail est une première démarche intéressante. Ça nous permettra d'analyser un peu tout le projet de fond en comble. Mais j'insiste vraiment pour que cette réunion, enfin, qu'on puisse en discuter autrement que par mail, que le bureau d'études soit invité à venir présenter son dossier, à entendre nos différentes questions, commentaires, suggestions, que les clubs soient présents au Conseil des sports, etc. Enfin, c'est l'organe vraiment privilégié pour discuter de ce type de projet et passer à côté, ça serait pas très, très encourageant pour les bénévoles qui s'y activent. Outre les élus communaux, il y a toutes sortes de bénévoles qui sont là. Je trouve que ça serait vraiment intéressant et donc voilà,
nous, on est prêt à voter. Enfin, voilà, je parle sous le enfin, plutôt sans le couvert de mes collègues Thierry et Géraldine, mais je pense qu'on peut être d'accord pour dire OK, ben voilà, un peu sans avoir été, enfin, un peu devant le fait accompli sur ce dossier, en tout cas sur la demande de subside, pas de souci, mais on émet une réserve qui ne modifiera pas, en tout cas mon vote, je voterai oui pour la demande de subside, mais je demande aussi que ça soit consigné dans le PV, qu'on mette une réserve sur le fait de consulter et de discuter ensemble du projet, autrement qu'ici en 10 minutes au conseil communal. Voilà. Et donc, on demande une réunion de la commission des sports rapidement avec les clubs et l'auteur de projet sur ce sujet. Merci. Et Bertrand, c'était prévu, hein, je pense que… Ah, mais si c'est prévu, tout va bien. Et c'est pas parce que tu le demandes qu'on va l'organiser. Non, c'était prévu quand même. Mais donc, tu as déjà une date alors? Non, parce qu'il faut, voir le bureau d'architecture, voir quand il est libre. Allez, très bien. Si c'est prévu, on mettra les agendas. Je voudrais juste… Nathalie souhaitait intervenir. Ah oui. Je ne sais pas comment on fait. Nathalie? Avec ton micro, Nathalie? Oui, pas de caméra, mais un micro, désolé. Je voulais juste savoir ce que ça représentait concrètement l'implication des communes voisines. Alors, ce que les communes voisines, en fait, ont simplement fait, c'est de dire qu'elles reconnaissaient l'intérêt donc d'avoir ce complexe sportif qui se développait et que ce complexe sportif avait une vocation effectivement qui dépassait les limites de la commune d'Ivoire et que notamment ils avaient un certain nombre de citoyens dans leur commune qui étaient effectivement des pratiquants sportifs dans le cadre des clubs qui étaient ou qui allaient être présents sur ce site. Donc ce n'est pas un engagement des autres communes à cofinancer, hein. On n'en est pas là. Ce n'est pas une opération comme celle qui a eu lieu entre Astières et Onhé, où il y a eu la création d'un centre sportif commun. Ce n'est pas du tout ça. C'est simplement la reconnaissance du caractère supracommunal dans le sens d'une polarité et d'une attraction. Chantal, tu souhaitais… Oui, donc quand on voit l'esquisse, effectivement, on a l'impression que la plaine de jeu est minime, mais non, hein, il avait bien été convenu quand on avait discuté qu'effectivement, pour qu'il y ait une harmonie, la disposition de l'ensemble serait différente, mais l'existence d'une plaine de jeu sera bien entendu intégrée au site. Disons que la plaine de jeu fera plus ou moins 120 mètres carrés. Et donc, il y aura aussi des terrains de pétanque. Et enfin, en somme, on réamène tout le terrain, quoi. D'autres questions, remarques? Je n'en vois pas. Nous allons donc pouvoir voter. Et donc ici, il s'agit bien de voter la demande d'octroi de subside. Ah, Marc? Oui. Avant, je t'en prie. Oui, Marcel, tu dis 120 mètres carrés, mais c'est pas énorme, ça. C'est déjà une belle plaine de jeu, hein. Ça fait 12 mètres sur 10, quoi. Oui, oui, oui. Ben, ça sera peut-être 150, hein, il pourra… Je trouve pas ça énorme, quand même, pour une plaine de jeu, quoi. Attendez, on la voit ici, hein. Je vais agrandir l'écran. Donc, on voit ici les terrains de pétanque. On voit ici toboggan, balançoire, petit jeu à ressort, etc. Donc, c'est évidemment plus petit que la plaine de jeu actuelle, hein. Vous le voyez oui, ici, mais 120 mètres carrés, il y a plus que 120 mètres carrés là, quand même, hein. Oui, plus que probablement. Oui, c'est peut-être 150, je ne sais pas exactement. Oh, c'est ça, oui. Parce qu'on avait demandé à l'architecte que la plaine de jeu soit au minimum 120 mètres carrés. Oui, quand tu vois ici, tu as bien 300-400 mètres carrés, quoi. Il a fait plus que ça. L'avantage, c'est aussi que cette plaine de jeu va être plus en communication avec la terrasse de la Flèche Brisée, ce qui est quand même aussi intéressant en termes de synergie parents-enfants. Et donc, voilà, on pense que tout le monde peut s'y retrouver dans cette opération. Merci. Marc, si tu veux bien baisser la main avant que nous passions au vote, merci.
Et donc, celles et ceux qui souhaitent voter contre cette demande d'octroi de subside peuvent lever la main maintenant. Il n'y a aucun vote contre. Les abstentions? Pas d'abstention non plus. C'est donc également approuvé à l'unanimité. Et le dernier point de cet ordre du jour, pour la partie publique en tout cas, c'était le point que vous avez mis à l'ordre du jour. Bertrand, pour le groupe EPI, je suppose que c'est toi. Oui, oui, ce sera pour moi. Donc, ça concerne la situation de l'ancien terrain de foot d'Ivoire qui a été un site de stockage des terres durant les travaux d'égouttage de la rue d'Évreuil il y a 1 an ou 2 maintenant. Depuis lors, le terrain reste quand même en piteux état. Avec les pluies, ça n'arrange rien. Alors, on est bien d'accord qu'il y a un projet peut-être, d'ailleurs, ça sera confirmé avec l'étude qui est en cours au niveau du BEP, d'aménagement et d'urbanisation du site, mais c'est quand même pas pour demain. Et donc, dans l'intervalle, on aurait souhaité, enfin, c'est vraiment une demande du groupe EPI, c'est que ce terrain soit réaménagé, mais pas à grands frais, et d'ailleurs peut-être même aux frais de l'entreprise qui a réalisé les travaux, parce que suite à une déclaration qui avait eu lieu sur la page Facebook ou sur le site internet de la commune en janvier 2020, il était indiqué donc que c'était cette entreprise qui avait pour mission de remettre le terrain dans son état initial, et donc un simple gazon. Et donc, est-ce que cette obligation est toujours envisageable, d'une part, ce qui ne coûterait rien à la commune, ou si vraiment c'est pas possible, que la commune à très très bas prix, mais remette en état un peu ce terrain pour que les habitants d'Ivoire retrouvent un petit coin de verdure sur lequel ils peuvent simplement jouer. Voilà, je pense notamment aux enfants ou aux ados qui trouvaient un certain plaisir sur ce terrain. Voilà, Patrick ou Étienne, j'imagine, pourront répondre. Voilà, c'est vraiment pas bien compliqué, aucune critique là-dedans, mais c'est vraiment pour avancer et qu'on n'ait plus ce terrain un peu déplorable qu'on connaît ces derniers temps. Merci. Je vais prendre la main au moins au début. Voilà. Tout d'abord, parce que dans ta question, il y a plusieurs approches et tout d'abord, il faut qu'on s'entende déjà sur la définition de remise en état, puisque si on considère la remise en état comme l'enlèvement de tout ce que l'entrepreneur a apporté sur place, ça c'est fait. Si la remise en état s'est enlevée jusqu'au dernier gravillon et ressemer de la pelouse, là, alors effectivement, on est d'accord, ça n'a pas été fait. Ceci dit, comme le projet de vente, de réalisation de l'ancien terrain de football d'Ivoire n'est pas un projet neuf, il est de la législature précédente, notre agent technique en chef aujourd'hui pensionné, était certainement au courant du projet de la commune concernant ce terrain. J'imagine volontiers, j'avoue ne pas avoir été le déranger dans sa retraite, mais j'imagine volontiers qu'il n'a pas voulu imposer à l'entrepreneur la charge relativement coûteuse quand même de tout remettre en état, de tout ressemer pour un terrain vendu quelques mois plus tard. Et quand je dis quelques mois plus tard, la décision de vendre ce terrain tel que nous l'avions prise il y a quelques années est toujours d'actualité, au point que nous avons demandé une estimation en son temps au comité d'acquisition de Namur qui ne nous avait pas donné satisfaction. Nous avons demandé entre-temps une deuxième estimation au géomètre avec lequel la commune travaille habituellement, qui, d'une manière relativement plausible, estime ce terrain au double quasiment de la valeur initiale donnée par le comité d'acquisition. Et nous avons également demandé un devis au bureau économique de la province pour nous accompagner dans un potentiel aménagement de cette zone qui d'ailleurs fait l'objet d'un plan particulier d'aménagement qui date des années 90.
Là où je suis moins d'accord avec la formulation de la question, c'est quand tu dis que cette aire de jeu est inutilisable. D'abord, ce n'est pas une aire de jeu, c'est un ancien terrain de football désaffecté. Et quand tu dis inutilisable, dans sa partie où il y a eu du stockage, où il y a eu des véhicules de chantier qui ont circulé, oui, il est relativement abîmé. Mais la semaine dernière, j'ai eu la curiosité d'aller sur place avec mon appareil photo. Et si, Patrick, tu veux bien, voilà. Ici, je tourne le dos à la partie qui a été malmenée. Il reste un bon demi-terrain de football où les enfants du quartier peuvent jouer, sauter, courir, s'ébattre, comme avant, j'ai envie de dire. Donc, allez, dire que le terrain est inutilisable, c'est un petit peu abusif. Hein. Dire que, par contre, c'est une piètre image pour l'image du village, là, je veux bien le reconnaître. Parce que dans sa partie latérale droite, oui, c'est pas très, très beau pour le moment. Mais à partir du moment… Parce que quand tu dis l'urbanisation n'est quand même pas pour demain. Ça, c'est très vrai. Par contre, dès qu'il sera vendu, ce qui devra commencer immédiatement, c'est le remblayage pour que justement l'urbanisation ne traîne pas des lustres et des lustres. Donc, je me mets à la place de l'entrepreneur à qui on aurait imposé de ressemer, de faire tout ce qu'il faut comme si c'était un terrain de football. Et 6 mois plus tard, voir arriver les premiers camions qui amènent de la terre pour remblayer le terrain, je me mets à sa place, je l'aurais eu mauvaise. Et c'est pour ça que je me suis permis de dire à l'interview de ma télé qu'il aurait été idiot de commencer à ressemer de la pelouse, à niveler et embellir. C'est dans cet esprit-là que je l'ai dit. Voilà, j'espère ainsi avoir à peu près répondu à ta question. Oui, merci Étienne. Bon, c'est vrai que sur la partie, quand on arrive sur le terrain, c'est clair que la première vue qu'on a, on est effectivement bien d'accord qu'elle est assez triste. Hein. Ça, c'est clair qu'entre les boues, les fosses, etc., de tout le terrain qui était quand même saccagé par les camions qui ont été déposés, les terres, ça, on est bien d'accord. Sur de l'autre côté, la partie gauche, ça va un peu mieux, effectivement. Allez, sur une petite moitié, je pense qu'on peut s'entendre. Oui, mais les camions n'y ont pas été, donc c'est toujours bien sûr. un terrain de football. Oui, mais bon, voilà, nous, ce qu'on souhaitait savoir, c'était jusqu'où était imposée la remise en état. Enfin, moi, dans mon vocabulaire, tu le sais bien, remettre en état, c'est dans l'état dans lequel on a trouvé le terrain. Alors, peut-être pas avec un gazon, un green pour le golf, ça, on va peut-être pas exagérer, mais qui soit en tout cas praticable pour les écoles. On a quand même plusieurs écoles au centre d'Ivoire, pour la maison enfin voilà, pour les villageois dans leur ensemble et même plus si affinité, peut-être même pour des compétitions, compétitions non, mais enfin des jeux extérieurs ou que sais-je, on a déjà eu du tir à l'arc sur ce terrain, etc. Enfin bref, que ce terrain, en attendant qu'il soit vendu, mais ça c'est une donnée évidemment que je n'avais pas et que tu viens de dire, c'est un timing à court terme. Donc si tu le confirmes bien que le terrain serait vendu, c'est cette année-ci, c'est l'année prochaine ou… Si d'un niveau comptable, le court terme est assimilé à une période inférieure à 1 an. D'accord, oui. Et là, je pense qu'on devrait se trouver dans cette définition comptable du court terme. Ok. Mais donc voilà, bon, voilà, je ne sais pas s'il y a moyen de rétablir un petit peu l'aspect visuel et même praticable du terrain, en tout cas là où il est le plus saccagé, quand on arrive à avoir quelque chose de correct, on ne va pas dire de top, etc., mais au moins correct dans cet intervalle-là, c'est un plus. Et puis, effectivement, au moment où il sera vendu, là, c'est une autre paire de manches et il faudra s'adresser à son acquéreur. Mais, on va demander à Charles s'il n'a pas de bonnes idées. Il a souvent de bonnes idées pour remettre un peu d'ordre dans ce type de voilà, terrain. mais Donc, ça n'est rien de plus que ça. C'est vraiment lui redonner un peu d'aspect plus plausible et plus praticable que ce qu'il est maintenant. Merci. Sans garantie de résultat, mais enfin, on est d'accord, comme Étienne l'a très justement dit, la partie droite ne donne pas une très belle image. On est tous d'accord là-dessus. Merci beaucoup. Je vois que Géraldine souhaitait intervenir. Oui, d'une part, effectivement, il y a une belle moitié de terrain qui n'a pas été abîmée, mais elle ne sera quand même pas entretenue. Donc,
J'imagine qu'on va laisser en l'état jusqu'à la vente. Mais alors, j'aimerais rebondir sur les travaux qui démarrent pour l'aire multisport à Durnal, où cette remise en l'état m'inquiète un peu, puisque manifestement, la notion n'est pas pareille chez tout le monde. Et je vois que des camions ou des grues ont entreposé des tas de terre sur le jeu de balle-pelote de Durnal, qui est censé être réutilisé à partir de 2022. D'où ma question, est-ce que le passage de camions, de grues ou autres engins ne va pas abîmer le futur terrain de jeu de balle-pelote, ne fût-ce qu'en ramassant les terres, en les dégageant? Qui va veiller à ça? Mais nous, disons que l'administration a quand même un fonctionnaire délégué qui va aller, enfin un fonctionnaire responsable du chantier, et moi aussi je passe régulièrement sur place. Les terres ne sont pas exactement sur le terrain de balle-pelote, elles sont à l'extérieur, mais ils l'ont passé avec les bulles dessus, ça c'est vrai. Et actuellement, il y a un peu de sable et un peu de gravier qui est déposé, mais tout ça va être mis en état et ressemé tout autour, c'est prévu dans le cahier de charge. Sans risque d'abîmer le tarmac en raclant les terres pour les dégager? Ce n'était pas prévu qu'ils roulent sur le jeu de balle normalement. Je n'ai pas compris, Géraldine. Sans abîmer en raclant pour ramasser les terres, puisque ce n'était pas prévu qu'ils roulent là. Le passage n'était pas prévu par là, je pense. Si le passage était prévu par là. Ce n'était pas le chemin derrière la balle? Oui, mais les camions passent par le chemin derrière la balle, mais il faut bien, vous avez vu le cube de terre qui a déplacé, donc tout est mis là-bas en stock, que cette terre-là va être réétalée sur le terrain après, quoi. Bah, merci d'y veiller. Alors, ok, merci. Marcel, faire attention que l'assise d'un jeu de balle n'est pas celle d'une route. Bien sûr. Parce que regarde à Evrail, ce qui se passe, c'est parce qu'on roule sur le ballodrome qu'il est défoncé, quoi. Mais ici, à Durnal, il y a régulièrement des voitures qui vont se garer sur le terrain de balle-pelote, donc je ne pense pas. Mais évidemment, une voiture, ce n'est pas un bulle, ça, je suis d'accord avec toi, mais ça, on veillera à ce que ça soit... Une voiture, c'est 1300 kg, un bulle, c'est 20 tonnes. Oui, bien sûr. Non, ça dépend lesquels. Oui. Eh bien, puisque nous avons fait le tour, il me reste à souhaiter une bonne soirée aux plus de 60 personnes qui nous suivent encore sur Facebook. De dire en passant à la personne qui a posté ce commentaire que les commentaires sont bel et bien lus, mais que c'est un petit peu compliqué d'y répondre en même temps qu'on est en plein conseil. Pour le reste, donc une bonne soirée à tout le monde, et le prochain conseil se déroulera le lundi 29 mars, également diffusé en live et mis en ligne sur le site de la commune. Bonne soirée à tout le monde, on va pouvoir couper l'enregistrement pour passer au huis clos.